Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 28 mai 2026. La France est dans tous ses états, je vous le confirme, et on a de bonnes raisons de le penser. Je suis flanqué aujourd'hui, comme tous les jours, de Maude Koffler, qui a veillé à la pertinente programmation de cette émission. Vous allez voir, c'est du gâteau. Julien Delmas est là, dans les starting blocks, j'allais dire totalement impliqué dans la réalisation de cette émission, qui va être au-dessus de la moyenne, parce que je vois déjà que ça va être quelque chose d'un grand moment. Et puis Emmanuel Galasso va être obligé de contenir la masse des appels des auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300, parce qu'ils vont se précipiter sur leur téléphone portable ou sur tout simplement leur téléphone. On peut appeler de la maison aussi avec le... Il n'y a plus le téléphone à cadran maintenant, vous savez, qui est bien. Mais voilà, enfin, vous nous appelez quand vous voulez au 0826 300 300. Ici c'est le Parlons Vrai. Cette radio est à vous. Et j'ai Elvin qui est là, qui vient s'assurer qu'il va tout comprendre de ce qu'il va devoir retranscrire sur le web. Quelquefois, quand il comprend pas, on lui explique, Maud lui dit en 2 mots, et ça se passe très très bien. Voilà, pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elvin est un grand garçon. Voilà pour l'équipe qui constitue le fleuron qui est cette France dans tous ses états. Comment aider le pape Léon XIV à nous protéger des méfaits de l'intelligence artificielle? L'autre jour, j'avais fait chanter Eddie Mitchell, le pape a dit. Moi, on avait été un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais non. Du tout, voilà. et sur la chanson d'Eddie Mitchell, parce que Eddie Mitchell, il parlait pas de l'intelligence artificielle. Mais vous me prenez vraiment pour une sainte nitouche, c'est dingue. Je suis pas une grenouille de Vénitier, moi. Vous êtes tellement dévote, ma chère Maud, vous êtes tellement dévote. Alors, nous aurons à cet effet les recommandations du père Laurent Stala-Bourdillon, qui est enseignant au collège des Bardardins et directeur du service diocésain pour les professionnels de l'information. Autrement dit, le porte-parole de l'archevêque de Paris et de l'Église de France, si on veut élargir le concept. Surveillons nos enfants. Et oui, en 2025, 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées, soit 6% de plus qu'en 2024. 95% de fugues, dont 38 qui concernent des enfants de moins de 15 ans. Nous en discutons. Nous aurons l'avis à 12h45 de Julien Landuro, porte-parole des droits de l'enfant. C'est un sujet aujourd'hui qui commence à prendre une grande importance et qui inquiète les parents, bien entendu. Que dirait le général de Gaulle s'il revenait dans ce monde-là par un miracle? Il serait peut-être inquiet. La France dispose-t-elle des moyens nécessaires à sa défense extérieure et intérieure? Et les politiques suivies sont-elles celles qu'il faut pour assurer une souveraineté militaire de la France? Nous en débattrons de 13 à 14 heures avec le général Christophe Gomard, qui est député européen pour les Républicains, et le politologue Christophe Boutin, qui lui s'intéressera plutôt aux questions intérieures. Et puis Maud, il y a d'autres choses encore. Ouais, et il sera beaucoup question d'enfants aujourd'hui, puisqu'on va parler notamment du gouvernement qui a enfin décidé de prendre des mesures sur l'encadrement justement des enfants, des mineurs. Il serait temps. Et Madame Tourdelier qui veut créer l'Assemblée nationale des enfants. Elle veut remplacer les vieux députés par des jeunes députés. C'est un concept. Voilà, et ça sera tout ça. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, les climato-sceptiques pètent un câble et les journalistes météo voient rouge. Voilà, des utilisateurs des réseaux sociaux reprochent notamment à certaines chaînes d'infos en continu le choix de la couleur rouge pour représenter les températures exceptionnelles en France ces jours-ci. Ça se traduit par des insultes, par des menaces, des noms d'oiseaux dans tous les sens, parce que les climato-sceptiques considèrent que ce qui se passe aujourd'hui, ces températures que l'on a au mois de mai, c'est pas si exceptionnel que ça s'est déjà vu dans le passé, et que donc il y en a ras-le-bol de mettre de la couleur rouge. Vous savez, c'est la couleur qui fait peur. Ce sont des codes couleurs qui sont ceux convenus par Météo France. Vous savez que je demande à ces gens que s'ils ont l'eau chaude et l'eau froide chez eux, le robinet, je crois que le robinet froid c'est le bleu, et que le robinet d'eau chaude c'est le rouge. Bon, pour signaler une couleur, effectivement, quand il fait froid c'est plutôt du bleu, du blanc, des couleurs claires, et puis que le rouge c'est la couleur un peu du soleil, de la chaleur, du feu. Et orange, rouge foncé, et quand il fait très chaud, 30, 35, 38, 39 degrés au mois de mai, dans des endroits où au maximum il devrait faire 22, 23. Effectivement, on peut parler. Alors, comme je disais hier avec Mac Lesguy, est-ce que c'est un dérèglement? Est-ce que c'est une évolution, un changement climatique? Enfin, en tout cas, les infos ont droit de nous signaler, les infos météo ont droit de nous signaler qu'il y a des zones qui sont plus rouges que d'autres parce que c'est plus chaud. Mais de là à en venir à l'insulte, à l'invective, à la menace, comme si c'était un complot ourdi, c'est-à-dire qu'on invente
la modification climatique. Pourquoi? Pour conditionner les gens, pour leur prendre de l'argent, pour leur restreindre des libertés. Et on en vient à des actes violents alors qu'il s'agit juste d'un code couleur qui ne leur convient pas. Je me souviens quand il y avait à un moment donné, les défenseurs des animaux s'en prenaient aux vétérinaires qui pratiquaient la vivisection jusqu'à des menaces de mort, donc pour défendre la vie des animaux. Et puis voilà, là aussi les véganes s'en prennent aussi physiquement à des bouchers ou à des charcutiers avec des actes violents. Donc quand on défend une idée, et ils ont le droit de défendre, nous sommes voltairiens, on donnerait notre vie pour que les climato-sceptiques puissent continuer à délirer et à nous raconter leurs fantasmes et leur vision du complot, mais de là à passer à l'invective, à l'insulte et à la menace, je trouve que c'est disproportionné. Donc alors est-ce que le climat déconne? En tout cas eux ils ont pas la tête dans les nuages, mais ils ont le ciboire qui est dans la calebasse. Allez, bonne journée. C'était quoi cette expression enfin? Le pape Léon XIV veut lutter contre l'influence néfaste de l'intelligence artificielle. C'est le sujet de sa première encyclique. On en parlait il y a 2 jours. On en reparlera dans un instant avec le père Laurent Stala Bourdillon. N'hésitez pas à l'interpeller, à lui poser toutes vos questions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le pape Léon XIV a rendu public lundi sa première encyclique qui consacre à l'intelligence artificielle avec des mots forts. Il appelle à désarmer l'intelligence artificielle et à remettre l'humain au centre. Il considère la révolution technologique actuelle aussi importante que celle de la fin du 19e siècle et que les algorithmes opaques contrôlés par des firmes privées menacent de faire apparaître de nouvelles formes de déshumanisation. On en parle avec le père Laurent Stala Bourdillon, enseignant au Collège des Bernardins et directeur du service pour les professionnels de l'information. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour mon père, merci d'être en direct en studio sur Sud Radio. Je consacrais mon humeur d'avant-hier à ce que je considère comme une initiative courageuse et importante de la part du Saint-Père, et j'avais mis la chanson d'Eddie Mitchell, le pape a dit. Eh ben oui, pour une fois le pape a dit, et il l'a dit courageusement à travers une encyclique qui nous rappelle celle de Rerum Novarum en 1891 du pape Léon XIII dont il a gardé le prénom. Complètement. Rerum Novarum, c'était l'ère industrielle arrive. Est-ce que l'être humain va être réduit à une forme d'utilisation, de manipulation, pas d'esclavage, mais enfin voilà, le pape de l'époque, et pourtant c'était une époque où l'Église était considérée comme conservatrice, il s'inquiétait, et évidemment Rerum Novarum disait attention, si l'Église ne prend pas ce dossier à bras le corps, d'autres la prendront sur d'autres idéologies, et il y avait un risque que le marxisme remplace quelquefois l'Église dans la conscience des pauvres, et le débat est toujours d'actualité, et plus que jamais mon père, voyez, Léon XIII est extrêmement visionnaire. Exactement, voilà, on est à peu près dans les mêmes termes du débat aujourd'hui. Pie XI aussi fut un grand prélat qui s'occupa, qui lui combattit le fascisme et le nazisme. Comme quoi le pape pèse encore dans nos débats internationaux et sociaux. Laurent Stala Bourdillon, vous êtes directeur du service diocésain pour les professionnels. Alors pas diocésain. Si, diocésain, oui, il est du diocèse de Paris. Voilà, son nom. Voilà. Oui. On va dire, c'est une forme de porte-parole, mais pas précisément. C'est vous qui rencontrez les journalistes quand il y a des questions, quand nous voulons débattre de questions religieuses. Voilà, et vous représentez l'Église catholique parisienne sur ce sujet. On est dans Léon XIV s'inscrit dans la ligne droite de François, c'est-à-dire qu'on prend des positions fermes et courageuses sur des enjeux de société, de civilisation. Absolument, c'est tout à fait juste. Cette lettre encyclique s'inscrit dans le droit fil des 2 très grandes lettres encycliques du pape François, qui furent en 2015 Laudato Si sur les questions de l'environnement, et en 2019 Fratelli Tutti. Et on voit bien qu'en fait, et donc celle-ci est une encyclique sociale à proprement parler. Alors elle a 2 versants, un versant social et un versant théologique, on pourra en reparler. Parce qu'il y a des questions théologiques par derrière. Mais en fait, la problématique du pape, c'est d'accompagner l'évolution des sociétés, en particulier lorsqu'il voit qu'elles sont percutées, parce qu'on peut parler d'un uppercut des technologies, et elles peuvent par là, ces sociétés, en être blessées, et finir par blesser les citoyens et les membres de cette société. Donc son intention, c'est d'opérer une réflexion critique sur ces transformations qui ont cours en vue de protéger alors l'être humain qui vit dans un environnement naturel, Laudato Si, qui vit dans une société mondiale, dans une famille humaine, c'était Fratelli Tutti, et qui maintenant vit, alors on pourrait dire, à l'intérieur d'une sorte de cocon numérique, d'infrastructure socio-technique globale, à l'intérieur de laquelle nous sommes tous immergés,
Ce sont tous les outils à travers lesquels nous laissons des traces en permanence et qui semblent commencer à reconfigurer la manière dont les êtres humains interagissent, vivent. Donc les humains font des technologies, mais les technologies en retour transforment la vie sociale et la vie des humains. Alors précisément, sans aller jusqu'à faire un cours de latin, je sais toujours qu'il y a dans la signification d'une encyclique et dans la formulation latine un message très précis. Là nous avons deux idées, Magnificat Humanitas. Mon père, décryptez-nous pourquoi le pape Léon XIV a intitulé cette encyclique avec ces deux mots-là, Magnificat qui pour moi est un cantate à la Vierge Marie, et puis Humanitas, ça on comprend très bien. Et c'est l'humanité. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, une lettre encyclique porte toujours comme nom les deux premiers mots du texte. Voilà, donc d'accord. Ça c'est un principe. Ça c'est un code. C'est un code, exactement. Donc on sait quand on a son titre. Voilà. Après il faut lire le sous-titre. Et le sous-titre c'est Magnificat Humanitas pour la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce qui indique donc que le texte est de façon majeure centré sur une protection. Et je pense pouvoir dire qu'on voit à travers ce titre la posture qu'aura Léon XIV dans son pontificat. Il ferait un très bon journaliste parce que la formule dit déjà tout. On a déjà compris. Elle est remarquable de synthèse. Mais dans le mot la protection, le pape Léon sera, je le devine, un protecteur en fait. Il intervient comme un protecteur. Un pape tout simplement. Oui, mais en fait on peut dire par exemple. C'est sa première vertu. Oui, mais regardez, Jean-Paul II a été comme un acteur. Oui. Benoît XVI a été comme un penseur. Oui. François a été comme un serviteur des plus petits. Et bien voilà que Léon se présente comme un protecteur. Il va protéger. Et donc il veut protéger la personne humaine, ce qui veut dire qu'elle a une nature, la personne humaine. Alors, Magnificat Humanitas, et la suite du texte immédiatement, virgule, créé par Dieu. Créé par Dieu. C'est ça le texte complet. Donc on garde les deux premiers mots, mais elle est immédiatement créée par Dieu. Donc elle est magnifique parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle a une origine, parce que c'est une nature humaine, et une nature, ça a une origine, ça a une fin, donc ça a un développement. Et ce qui va l'intéresser, c'est d'apprécier les conditions de possibilité du développement serein et harmonieux de la personne humaine dans un environnement socio-technique comme le nôtre. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer ? Ce à quoi il va falloir faire attention ? Est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne à se priver d'un certain nombre de choses ? Est-ce qu'il faut, par exemple, je crois que c'est l'une des grandes intuitions du texte, mais qui est extrêmement audacieuse, de faire de l'intelligence artificielle un bien commun ? Pour l'instant, c'est dans les mains d'une petite oligarchie qui domine. Alors, il y a de la conflictualité possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui puisse servir tout le monde ? Parce que sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut donner naissance à nouveau à des nouvelles formes d'esclavage. Alors, pour autant, le pape ne dit pas « IA va des rétro-satanas ». Absolument. Bon, on sent qu'il y a une méfiance. Pour autant, il essaie de faire la part des choses. Et est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est une transcription pontificale de la phrase de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ah oui, c'est une remarquable application, c'est exactement ça. Il voudrait essayer de mettre de la conscience, de réveiller les consciences face au développement extrêmement rapide de ces technologies qui s'invitent dans nos existences. Une manière de dire, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle sans perdre son cœur. Je crois que c'est une petite phrase qui arrive dans le texte. L'idée, c'est évidemment c'est pas oui ou non, pour ou contre, c'est de quelle manière ces développements technologiques, qui sont le fruit du génie de l'être humain, et il n'y a pas peur de le dire, peuvent effectivement devenir un progrès, car dans quelques circonstances, elles peuvent se retourner contre l'être humain et elles peuvent le blesser. Donc il peut y avoir une violence faite à l'être humain, aux sociétés, et ma surprise à la lecture, c'est que tout à la fin du texte, il n'hésite pas à dire que potentiellement, il y a des facteurs de violence et de guerre très profondes qui sont présentes. Donc il est extrêmement lucide et il intervient comme un interlocuteur, il se présente comme un interlocuteur qui apporte un trésor de sagesse pour pouvoir passer au crible d'un certain nombre de principes la possibilité que ces technologies développent correctement l'être humain ou de façon harmonieuse. Évidemment, il y a quelques anticléricaux qui disent de quoi je me mêle. On peut considérer qu'au contraire, sur ces questions-là, à première vue, on se dit l'intelligence artificielle, c'est un problème de technologie. Qu'est-ce que l'Église catholique, la parole de l'Évangile a son mot à dire. C'est très intéressant parce que c'est justement ça la question.
c'est que c'est une encyclique. Alors, depuis Rerum Novarum, tout ce qui touche à la développement des sociétés concerne l'Église. L'Église s'intéresse à la vie humaine, individuelle et sociale. Donc elle estime qu'elle a un mot à dire sur le développement, ce développement-là. Ça concerne l'Église d'un point de vue du salut aussi, parce que c'est aussi une encyclique théologique. Pourquoi ? Parce que dans le texte, il va se confronter à deux idéologies très prégnantes aujourd'hui qu'on appelle le transhumanisme et le post-humanisme. Ben oui. Mais c'est-à-dire que on n'avait pas l'habitude de dire que c'était des idéologies religieuses, entre guillemets religieuses. Pourquoi ? Parce qu'elles proposent une sorte de salut de l'humanité par la technologie. C'est-à-dire, on va permettre à l'être humain de devenir plus. Parce qu'il y a toujours une volonté en nous de devenir plus. Chaque jour qu'on vit, on se dit, demain je serai plus heureux, je serai plus intelligent, je serai plus amoureux, je serai plus. Et donc ce mouvement vers un être plus a été comme capté par une technologie qui se propose de transformer l'être humain. Alors soit de le transformer en l'augmentant, c'est le transhumanisme, soit plus violemment encore, le post-humanisme, de le faire sortir de sa condition de nature, d'être humain dans une nature limitée. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte où, dans la liturgie, l'Esprit Saint vient sur les êtres humains, représenté par une petite flamme, qui est la lucidité, la conscience, la lumière. Est-ce qu'il y a un risque à un moment donné que l'Esprit Saint devienne artificiel, c'est-à-dire que l'IA s'empare, j'allais dire, de codes liturgiques, canoniques, et invente une église formatée par une machine, d'une parole divine, une lecture des... que des prêtres se mettent à prêcher au moment de faire leur prêche, et bien, ça soit fait par un ordinateur, comme certains députés le font à l'Assemblée nationale, certains profs dans leurs cours, et certains élèves au moment de remettre la copie. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle arrive partout de ce point de vue-là, et pourquoi pas, et pourrait évidemment venir dans ces domaines-là. La question que vous posez, elle est absolument majeure, parce qu'elle est en train de toucher quelque chose qui s'appelle la pensée. Ces technologies sont capables de coloniser nos pensées. Et finalement, ce que l'être humain a de plus grand, c'est sa capacité de penser. Et ce qui est le propre de l'être humain, je le dis avec mes mots, ça n'est pas dans l'encyclique, mais c'est ça le cœur, c'est qu'il est sujet à inspiration. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir une inspiration, des pensées qui lui viennent, comme on va chercher de l'inspiration quelque part. Précisément, dans le christianisme, l'Esprit Saint, c'est celui qui inspire l'être humain, pour qu'il pense des pensées bonnes. Et la grande tentation, ce serait de dire, en fait, il n'y a plus besoin de se laisser inspirer par un Dieu transcendant, hypothétique, etc., si vous y croyez, puisque les bonnes idées vont vous venir du génie de la machine qui va être capable de générer pour vous les bonnes choses qui viennent. Eh bien, là, il y a vraiment un risque de ce que moi j'appelle une colonisation de nos pensées. Donc, il faut qu'on garde souverainement une liberté de pensée, une liberté poétique, une capacité d'inspiration et vraiment de liberté. Ouais. ChatGPT, peux-tu me dire si Dieu existe ? Il vous répond, je ne dispose pas des éléments nécessaires pour apporter une réponse définitive. Il est un peu jésuite, ChatGPT, dans cette affaire. C'est surtout que lui, ça ne le concerne pas du tout. Je veux dire, lui n'a pas d'avenir plus qu'un moment d'hors service, alors que l'être humain, lui, entre dans une relation avec Dieu, et c'est dans cette relation qu'il trouve son accomplissement. N'est-ce pas l'occasion pour l'Église de se rapprocher des réalités de ce monde, des grands enjeux du capitalisme, des financières, des GAFAM? On sent l'Église pas forcément avoir envie de se confronter. Si François avait commencé à dire attention, faut pas que ça aille trop loin. Là, passez-moi l'expression, le souverain pontife met les pieds dans le plat. Alors il met les pieds dans le plat, il interpelle, mais il est vraiment dans un dialogue, puisque à l'occasion de la présentation du texte, il y avait le numéro 2 d'Anthropique qui a développé le modèle de langage Claude, qui était présent, qui a pris la parole. C'est vraiment dans un échange et dans une collaboration de réflexion, d'amitié, on peut vraiment dire ça, de considération les uns avec les autres. Bon, il va mettre des signaux d'alerte, il appelle une régulation, c'est absolument clair, parce qu'il faut prendre la mesure des conséquences de ce qui peut arriver devant nous. Mais il est très au fait des choses. Et je pense que ce texte est le fruit de la collaboration, de l'écoute de très nombreux professionnels de ce domaine.
ite missa non est, donc la messe n'est pas dite, si je comprends bien. Il y aura des suites. De mon point de vue, personnellement, j'aspire à ce que le magistère du pape appelle des développements ultérieurs sur des questions plus précises. Là, il fait un tour d'horizon de ces enjeux. Merci Père Laurent Stala-Bourdillon d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio et j'étais très honoré de vous avoir dans ce studio à cette antenne. À très bientôt. Merci d'être venu. Alors on continue avec un certain nombre d'informations qui vont forcément vous intéresser, voire vous concerner. D'abord la libération de l'auteur du meurtre d'Alban Gervais. Vous savez, ce médecin qui avait été égorgé en 2022 devant l'école de ses enfants. On attend vos réactions au 0826 300 300. Est-ce que sa libération vous choque? Et puis si votre enfant se prend pour un chien, un chat ou un lémurien, écoutez bien ce qui suit. C'est cocasse, c'est encore marginal, mais ça inquiète quand même les médecins et les vétérinaires en particulier. À tout de suite sur Sud Radio. Perle du jour. Le gouvernement a annoncé enfin l'élargissement des contrôles d'honorabilité pour travailler au contact d'enfants et de personnes vulnérables. Oui, une surprise, parce qu'on s'attendait quand même à ce que le gouvernement réagisse depuis les affaires dans le périscolaire, surtout qui bousculent la ville de Paris. Eh bien là, l'exécutif a pris le taureau par les cornes et le gouvernement a annoncé l'élargissement des contrôles d'honorabilité pour travailler au contact d'enfants et de personnes vulnérables. Les personnes avec antécédents judiciaires, mineurs y compris, devront passer un test d'honorabilité dans des conditions très strictes. Tout va être surveillé, le passé. Alors si vous avez eu une activité, si vous avez eu le moindre doute, s'il y a eu un dossier sur cette personne, eh bien sachez que vous serez contrôlé. C'est une mesure juste. Alors ça grince un peu parce que le cadre est élargi à des gens donc qui ont juste peut-être eu un problème. Enfin, tous les signalements devront être et surtout, il va y avoir comparaison des fichiers du ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Toute personne qui aurait eu, ne serait-ce qu'un signalement, un petit souci, sera tout de suite mise de côté. Mais il serait temps, oui. On prend des précautions. J'allais dire, on ratisse large, mais vu la tragédie et l'ampleur du problème, il était normal que l'exécutif, que le gouvernement s'empare de ce dossier et prenne les mesures adéquates. On ne peut que saluer cette courageuse initiative. Espérons qu'elle sera suivie des faits. La chef des écolos, Marine Tondelier, qui concourt à la primaire de la gauche et des écologistes, a réuni mardi une vingtaine d'enfants âgés de 4 à 15 ans, un peu tôt pour faire de la politique, et pourtant, Perico. La chef des écologistes, Marine Tondelier, a proposé mardi la création d'une Assemblée nationale des enfants lors d'une réunion réservée aux moins de 15 ans. C'est dans le cadre de sa campagne présidentielle 2027, et elle place l'enfant au cœur de son programme. Marine Tondelier, qui concourt à la primaire de la gauche et des écologistes prévue le 11 octobre, a réuni en son siège des enfants. Donc elle a lancé ça. Elle a même proposé de baisser l'âge électoral, donc la majorité, à l'âge de 16 ans. Et donc elle considère un peu comme les pédagogues, le maître doit apprendre de l'enfant. Et bien là, il faut que les enfants aient leur mot à dire sur la politique, sur les sujets de société. Elle en a interrogé certains. Elle a refusé d'aborder le sujet de la maltraitance de l'enfant, considérant que les petites têtes blondes et pas blondes et moins blondes, peu importe, n'étaient pas à hauteur. Mais là, elle pense qu'il faudra aujourd'hui, vu, les dissensions qu'il y a dans cette société, les injustices, les discriminations qu'il peut y avoir d'une génération à l'autre, eh bien, il faudra consulter les enfants pour dans les grandes orientations du pays. Il faut entendre des enfants de moins de 16 ans donner leur avis sur la façon dont il faut gérer ce pays et leur confier une partie de la République. C'est totalement stupéfiant, c'est d'une démagogie sans nom. Je pense que les enfants sont toujours consultés par les parents quand on a envie d'avoir de leur avis, mais de là à ce qu'on leur donne la sensation qu'ils ont un mot à dire dans la direction du pays, c'est catastrophique. L'école n'est pas là pour appliquer la démocratie aux enfants, elle est là pour leur apprendre ce qu'est la démocratie. Voilà. Et donc là, si on dit un Parlement des enfants qui sera consulté, évidemment, il y aura le Conseil constitutionnel et puis le Parlement des enfants. Mais j'imagine donc quand il faudra faire des lois un peu douloureuses et courageuses. La gueule des débats à l'Assemblée nationale des enfants. S'il y a du fast-food et du soda sucré, je pense que ça se passera beaucoup plus facilement. Vous vous souvenez sans doute de Barbara Bush qui trônait à la table messianique des Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture. Elle avait été la cible de railleries et d'attaques de la part de la droite et de l'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui la chahute. Eh ben oui, elle a eu le malheur. Alors après avoir été fustigée par l'extrême droite parce qu'elle avait pris des positions, on va considérer qu'elle disait que c'était humaniste. Là, elle a eu le malheur de soutenir une pétition sur ce qui se passe en Israël contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme. Cette campagne, cet antisémitisme qui a explosé depuis le 7 octobre 2023.
et donc elle se prend une bordée d'injures, y compris allusion à sa conformation physique. Sa réalité, c'est d'une violence. Ça fait penser vraiment à une espèce de dialectique un peu fasciste. Bon, donc elle n'a pas échappé. Donc la preuve qu'elle doit être un peu dans le juste milieu, puisque elle s'en prend de tous les côtés. C'est toujours bon signe quand on est attaqué de part et d'autre. Le style, la nature des insultes est absolument abjecte. L'auteur du meurtre d'Alban Gervaise, vous savez, à Marseille, cet homme qui avait été poignardé, et on avait des doutes parce que l'homme avait été celui qui l'avait poignardé avait été un peu considéré comme une déficience mentale, eh bien a obtenu justement à ce titre un assouplissement de sa peine. Le meurtrier d'Alban Gervaise, ce père de famille, médecin militaire égorgé devant l'école de ses enfants à Marseille en 2022, avait été déclaré effectivement pénalement irresponsable en raison de troubles psychiatriques. Eh bien, figurez-vous qu'il va pouvoir quitter dans les prochains jours le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Concrètement, Mohamed sera pris en charge en hôpital de jour du lundi au vendredi avant de pouvoir regagner son domicile chaque soir et les week-ends chez ses parents a priori. Son suivi médical restera obligatoire dans le cadre de cette nouvelle prise en charge, mais comme vous pouvez l'imaginer, cette décision est incomprise du côté des proches d'Alban Gervaise. Son épouse Christelle a déclaré ressentir un profond sentiment de colère, d'injustice, de tristesse et surtout d'inquiétude. Après avoir appris la sortie progressive du cadre hospitalier strict, je vous propose de l'écouter. Elle était ce matin l'invitée de BFM TV. Vous avez sans doute déjà dit par écrit à Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. J'ai envie de dire qu'on entend beaucoup en ce moment parler des victimes, mais en fait moi j'aimerais vraiment voir des actes. Déjà je trouve que son silence depuis bien de temps 2022, parce que j'avais interpellé déjà à l'époque où il était ministre de l'Intérieur par rapport au dossier policier, je pense que c'est inacceptable. Enfin, par respect, il aurait dû au moins me répondre à minima. Et je lui demande vraiment d'avoir ce courage, en fait, de lancer le débat sur l'irresponsabilité pénale. C'est un sujet qui est difficile, hein, vraiment, qui est à la limite du médical et du judiciaire. Je suis médecin de formation moi-même, je sais très bien que c'est un sujet difficile. Mais je pense qu'il faut qu'il ait le courage de le faire, parce que c'est insupportable, en fait, de voir à quel point nous, familles de victimes, nous souffrons. Et j'échange avec vraiment beaucoup de familles de victimes. Voilà, c'était la femme d'Alban Gervaise qui s'est exprimée ce matin sur BFM TV et qui interpellait le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. On imagine la détresse de cette femme, l'atrocité du crime, dans les conditions où ça s'est passé. Et on ne comprend pas cette décision. Et là, et c'est vrai que, alors, on se plaint beaucoup contre l'inéligibilité d'hommes politiques qui sont condamnés ou de femmes politiques. Et là, on décrète que, ben non, il n'était pas responsable parce que, alors, on ne conteste pas le fait qu'il y ait effectivement des pathologies qui justifient ça. Est-ce que ça a bien été fait dans les bonnes conditions? Et qu'est-ce que l'on réserve comme traitement à la famille des victimes? Qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, t'as que tes yeux pour pleurer. Bah oui. Ton mari a été assassiné dans des conditions épouvantables. Voilà. Et donc justice ne sera jamais vraiment rendue. Et puis, ben voilà, il y a des gens dans la rue qui circulent avec des gens dangereux. Et puis, bah oui, mais comme il a un petit pet au casque, et ben, ça n'ira pas plus loin. Je trouve ça absolument terrifiant et ça ne va pas dans le sens de l'apaisement ni de la confiance des citoyens envers la justice et envers la police qui font leur boulot comme il faut. Mais là, voilà, les responsabilités pénales, je pense que c'est un sujet qu'il faudra revoir. Rima Hassan a rendu visite à un détenu incarcéré pour terrorisme à la prison d'Osny dans le cadre d'une visite parlementaire et ça passe moyen. Oui, Maud, c'était à la Pentecôte, elle n'était pas seule, avec Gabriel Catala, Thomas Porte et Rima Hassan, accompagnés de députée écologiste Sabrina Sebaï, ont exercé à la maison d'arrêt d'Osny, dans le Val d'Oise, leur droit de visite des lieux de privation de liberté, prérogative attachée à leur mandat parlementaire. Si cette visite a été rendue publique par les élus eux-mêmes, la nature des charges pesant sur les détenus qui sont venus voir est pas mentionnée. Il s'agit d'un détenu palestinien d'origine ressortissant palestinien qui s'appelle Ali, défendu par maître Raphaël Knopf. Et évidemment, Rima Hassan considère que il a perdu son statut de réfugié politique parce que il est accusé de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise. Il est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Par conséquent, il est détenu dans des conditions très précises dans le quartier d'évaluation de la radicalisation de Vendin-le-Vieil où il était. Donc c'est quelqu'un qui est considéré comme dangereux et elle va le visiter comme s'il était victime de la justice française, victime d'une injustice. C'est son droit et c'est très bien que les parlementaires aillent visiter et les prisonniers, les détenus ont droit d'avoir des visites parlementaires parce que tous les cas sont à prendre en considération. C'est le fait qu'elle ait occulté la personnalité de ce mise en examen et ensuite la façon dont elle et l'avocat présentent cet homme comme une victime d'un État
quasiment totalitaire. Il n'y a pas le mot fascisme, enfin ça s'y est presque. Voilà. Donc la victime, c'est lui, et les salauds, ce sont ceux qui l'ont mis en prison, qui le maintiennent en prison, à la prison d'Osny. Bon, chacun jugera selon sa conscience. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes se revendiquent terriens. Alors j'ai vu la photo, j'ai eu peur. Je pensais que vous vouliez me mettre un masque de terrien. Bon, ça va pas tarder. Ils se déguisent en animaux, c'est ça? Il y a ceux qui se sentent radiateurs ascendant table, et puis il y a les terriens, ces jeunes gens qui se sentent animal. Ça peut prêter à rire. Personnellement, je trouve ça grotesque, mais ça prend de l'ampleur. Sur TikTok, par exemple, le hashtag terrien a atteint les 1,8 million de publications avec des vidéos de jeunes déguisés en chat, en chien ou en renard. Un phénomène encore marginal, mais qui inquiète pourtant l'ordre des médecins vétérinaires. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins vétérinaires portugais a été train d'annoncer qu'il ne soignerait pas les terriens, une sortie plutôt surprenante qui va de soi. Mais aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, donc ça va toujours mieux en le disant. Vous vous sentez plutôt quoi, vous, Perico, là? Alors moi, je me sens cuisse de cochon version jambon. Ascendant jambon. Oui, d'accord, carrément, direct. Ok. Oui, écoutez, si on a la possibilité, je vais pas me gêner. Ascendant sauce barbecue. C'est bien. Je peux vous faire œuf d'esturgeon ascendant caviar, si vous voulez, mais ça va me coûter plus cher, ça faire. Bon, allez, on termine avec l'anniversaire de la disparition d'un humoriste, Perico. Je vous propose d'écouter l'extrait de l'un de ses sketchs les plus connus. Il faut l'imaginer dansant avec une femme qui s'en passerait bien. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Bon, je me suis colchiné une géante. Guy Bedos. Avec son comment s'appelle cette danse? C'est un slow, enfin c'est quelque chose de serré, qui nous a quitté le 28 mai 2020. Et ce sketch, c'est la drague avec Sophie Daumier, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Un sketch qui n'aurait plus sa place aujourd'hui, vous l'imaginez bien, parce qu'à la fin, Bedos l'embrasse de force, et même si c'est de l'humour, vous imaginez bien que ça poserait un problème de morale et de mauvaise influence sur la société et sur les jeunes. Vous m'avez rajeuni là. Mais toujours, tous les jours, Perico, je suis là pour ça. Je vais aller jardiner. Allez, on va parler d'un sujet bien plus grave qu'on a commencé à évoquer déjà en début d'émission, les nombres de signalements de disparition de mineurs qui progressent, qui augmentent gravement. On en parlera dans un instant avec le porte-parole de la Fondation Droits d'enfance. N'hésitez pas à nous donner vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états. Le nombre de signalements de disparition de mineurs a progressé de 6,4% en 2025, rompant avec la tendance à la baisse observée ces dernières années. Au total, 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées aux forces de l'ordre en 2025, ce qui représente 112 enfants par jour, selon la Fondation Droits d'enfance, dont nous recevons aujourd'hui le porte-parole Julien Landuro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Landuro, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Oui, le chiffre est alarmant. 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées en 2025, soit comme le disait Maud Koffler à l'instant, plus 6%. 95% de fugues, et à l'intérieur de ces 95%, 38% concernent des enfants de moins de 15 ans. Je disais, surveillons nos enfants. Bon, ce n'est pas du kidnapping. Pour autant, 41 000 enfants qui disparaissent en France en 2025, ça signale quand même un malaise social, un malaise de société, un malaise de civilisation. Comment est-ce qu'on peut arriver à des chiffres aussi alarmants ? Il faut dire à vos spectateurs d'abord que 95% de ces disparitions ce sont des fugues, et que ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas grave. Dans le sens où nous on insiste beaucoup pour rappeler que la fugue c'est un espace de mise en danger, et qu'elle est toujours l'expression d'un mal-être pour le jeune qui y recourt. Et donc là où c'est essentiel, et c'est notamment le travail qu'opère le 116 000 au quotidien, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu conduire un jeune à décider de partir volontairement. Quelle est la situation qu'il a cherché à fuir pour pouvoir y trouver une solution? Et il est très clair que la question de la santé mentale des jeunes, notamment, doit nous préoccuper, et explique en partie ces chiffres. Est-ce que, Julien Landuro, ça signifie, je vais être très schématique, que les enfants sont moins tenus, que les principes et les valeurs familiales sont bien appliqués, qu'il y a moins de surveillance, ou que les enfants considèrent qu'ils ont une marge d'autonomie, de liberté, j'en ai marre, je m'en vais, je me casse. Est-ce que ça peut être ça aussi? Non, ça je ne crois
pas, parce que en fait c'est un chiffre qui est relativement stable dans le temps long, celui des disparitions de mineurs. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on était même au-delà des 50 000. Donc si on devait comparer 10 ans auparavant, on se retrouve tout de même avec un chiffre qui a diminué. Surtout quand on regarde les raisons pour lesquelles les jeunes s'en vont, le désir d'indépendance, nous dans les chiffres qu'on a au niveau du numéro d'urgence, il apparaît comme cause de la fugue que dans 10% des cas. Pour la moitié, il s'agit d'un conflit avec le parent ou le tuteur, qui parfois peut aussi dissimuler des violences intrafamiliales. Faut pas. L'enfant peut avoir de très bonnes raisons de partir parfois. Et pour le reste aussi les questions d'emprise. Et qu'est-ce qu'on met derrière les questions d'emprise? Ce sont ce qu'on peut appeler les fugues amoureuses par exemple, mais aussi malheureusement les situations d'exploitation sexuelle, en particulier pour les jeunes filles, ou d'exploitation dans des réseaux de délinquance. Julien Landuro, qu'est-ce qu'on sait de la finalité de la fugue? Ça se finit plutôt bien, ça se finit plutôt mal, ça se résout pas, ou il y a quand même un certain nombre de tragédies, c'est-à-dire de fugues qui ont engendré une souffrance chez les parents, chez l'enfant, avec des conséquences, j'allais dire psychologiques et sentimentales très violentes. Alors, fort heureusement, la très grande majorité de ces disparitions et de ces fugues se finissent bien, dans le sens où il y a un retour rapide de l'enfant et bien souvent un retour volontaire de sa part. Il n'empêche que certaines fugues, elles, peuvent durer beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus longtemps encore. Et bien souvent, dans ces cas-là, effectivement, le lien qui peut exister avec l'enfant au début a tendance à se distendre, voire devenir inexistant. Et c'est bien souvent dans ces cas-là que la fugue est alors requalifiée en disparition inquiétante, et où le travail qu'on opère avec les parents est essentiel, notamment de soutien psychologique pour leur permettre de les accompagner dans ces moments très difficiles. Julien Landuro, est-ce qu'il faut faire une distinction entre la fugue entre 16 et 18 ans, l'âge de la majorité, ce qui n'interdit pas qu'il y ait des disparitions à 18 ans, et les 38% qui sont au-dessous de moins de 15 ans? Ça signale quand même là entre guillemets une fracture sociale. C'est-à-dire il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux et qui ne veulent pas rester dans un milieu où ils ne se sentent pas reconnus ou aimés, où ils sont maltraités, où c'est pas aussi dramatique que ça. Alors, le rajeunissement des départs en fugue, c'est effectivement quelque chose qu'on observe sur le temps long, puisque c'est la moyenne d'âge des fugueurs a tendance à baisser d'année en année. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, parce qu'évidemment, la fugue, elle est dangereuse, c'est un espace de mise en danger pour tous les enfants, mais plus ils sont jeunes, plus les risques sont grands. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les enfants s'en vont. Il peut exister des situations dans lesquelles effectivement les enfants s'en vont, ce qu'on appelle des fugues de fuite ou de sauvegarde. Ils s'en vont pour fuir une situation de violence intrafamiliale. Mais en réalité, dans d'autres cas, ça peut aussi être des fugues qui vont suivre des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement, des situations où le jeune se pose des questions sur son identité de genre ou son orientation sexuelle et cherche au travers de la fugue à trouver un moyen d'échapper justement à cette situation qui lui paraît inextricable. Et l'essentiel, c'est de pouvoir assurer un dialogue avec cet enfant, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il se sente compris, entendu, et qu'il puisse se dire que s'il revient dans son lieu d'accueil, il pourra trouver toute l'écoute dont il a besoin sans être jugé, et que la fugue n'est pas une solution. À partir de quel seuil, Julien Landuro, une fugue peut relever d'une procédure policière ou d'un traitement judiciaire? Est-ce que la loi est précise là-dessus? À un moment donné, ça devient quelque chose de délictuel, ou en tout cas avec intervention des pouvoirs publics. Alors, c'est pas délictuel, mais toute disparition de mineurs est considérée comme inquiétante par la loi française. D'accord. Donc, lorsqu'il y a une fugue, ce qu'il faut faire, c'est aller immédiatement signaler la fugue auprès des policiers et gendarmes. Il n'y a aucun délai. Déjà la disparition, avant de savoir si c'est une fugue, la disparition, bien sûr, faut la signaler tout de suite. Et si c'est une fugue, il y a quand même une procédure à suivre. Bien sûr, si c'est une fugue, c'est considéré comme une disparition. Donc,
il faut aller signaler cette disparition et de toute façon, il y aura une enquête qui va se mettre en route à partir du moment où il y a l'inscription du jeune au fichier des personnes recherchées, ce qui arrive automatiquement après le signalement. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Après, évidemment, il peut y avoir une qualification que l'on appelle de disparition inquiétante, où là, si certains critères sont réunis qui permettent de penser que l'intégrité physique de l'enfant est mise en danger à court terme, cela peut permettre de déployer des moyens d'enquête supplémentaires. Si le mineur part de lui-même, il n'y a pas de sanction, ça ne tombe pas sous le pénal. En revanche, si des parents ont incité l'enfant à partir, poussé à partir, voire s'ils l'ont viré, comme on voit quelquefois dans les faits divers, là on est sur le pénal. Oui, alors après c'est rarement. Dire, oui, il a fugué. Non, il a pas fugué. Vous avez fait en sorte, il est cogné, il est battu, il s'est enfui. Et quand l'enfant s'est enfui, c'est plus une fugue, c'est une évasion. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la loi fait une petite distinction entre ces deux nuances? Alors non, mais dans ce cas-là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un jeune revient d'une fugue, lorsqu'il est retrouvé, il y a une obligation de faire une audition de ce jeune par la police et la gendarmerie. Si au cours de cette audition, on se rend compte que le jeune a fui des violences intrafamiliales, dans ce cas, il y aura un signalement. Bien sûr. Et ce signalement pourra potentiellement mener au placement de ce jeune. Julien Landoureau, quelle est l'approche de votre association, le droit de l'enfance? Vous êtes dans la prévention, vous êtes dans l'éducation, vous êtes très vigilant, je vois bien, et très impliqué dans ce phénomène. C'est vous qui avez attiré notre attention. Il y a un moyen de limiter ce phénomène, de limiter les dégâts? Ce qui est essentiel, c'est de faire de la prévention à double titre. Alors prévention auprès. Alors avec des campagnes de sensibilisation, notamment à l'échelle nationale, auprès du grand public, pour déjà les sensibiliser à la question des disparitions de mineurs et faire en sorte que tout le monde ait les bons réflexes, notamment en termes de signalement de disparition et de connaissance des numéros d'urgence qui peuvent exister, notamment le 116 000. Prévention auprès des jeunes, autour des risques liés à la fugue et des dangers qui peuvent advenir durant celle-ci. Et évidemment, formation de tous les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Les pouvoirs publics ont l'air assez soucieux et conscients de l'enjeu ou non, à votre avis? Oui. De toute façon, les pouvoirs publics soutiennent déjà les numéros d'urgence qui existent. Il y a également un plan national concernant les recherches de personnes disparues qui est actuellement en cours de réalisation et dans lequel le 116 000 enfants disparus auquel j'appartiens participe. Bon, il y a rarement de tragédies, je pense que vous disiez tout à l'heure, hein, en général c'est résolu, on a l'explication, et il y a évidemment quelquefois des situations plus malheureuses que d'autres, je suppose forcément. Bien sûr. Malheureusement, il y a quelques enfants qu'on ne retrouve jamais ou qu'on retrouve malheureusement dans des circonstances qu'on préférait autres. Et à ce moment-là, effectivement, ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer que la famille puisse être entourée et recevoir toute l'aide dont elle a besoin. Nous restons évidemment sur cette antenne très attentifs à cette question de la disparition des jeunes et des mineurs. Merci Julien Landoureau d'avoir été à l'antenne en direct. Je vous dis certainement à bientôt. Bonne journée. Vous restez avec nous, je vais recevoir le général Christophe Gomard, député européen LR, mais surtout quand même un expert en stratégie. On va s'assurer que la France dispose bien des moyens nécessaires à sa défense extérieure et intérieure, et nous aurons en duo Christophe Boutin qui nous parlera plutôt de sécurité intérieure. Donc est-ce qu'on a bien donné, est-ce que nous sommes bien dotés de moyens militaires aujourd'hui où il y a ces conflits internationaux, cette relation internationale très tendue, le conflit au Proche-Orient et dans le Golfe? Est-ce que l'armée française, est-ce que les gouvernements français nous ont dotés de l'armement militaire suffisant pour que nous puissions faire face à l'adversité ou à des situations plus périlleuses? Vous restez avec nous, vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300 et nos deux invités se feront évidemment un honneur de répondre à vos interrogations. Et si vous avez un avis à donner, puisque nous sommes dans le Parlons Vrai, vous serez évidemment les bienvenus sur cette antenne au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 28 mai 2026, il est 13h04, nous allons parler actualité internationale, géopolitique, défense nationale. Est-ce que nous avons la politique militaire que nous méritons et dont nous avons besoin? Nous allons discuter avec le général Christophe Gomard. Merci mon général d'être dans ce studio avec nous pour nous décrypter, pour éclairer nos lumières, parce que
comme vous le savez, l'information va un peu dans tous les sens. Les nouvelles, les contre-nouvelles, les évolutions, les caprices du président américain, et puis une réalité du terrain qui ne correspond pas toujours à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et nous avons besoin justement de votre lucidité, de votre décryptage. Et puis nous aurons en visio Christophe Boutin, qui lui est un politologue, qui nous parlera de la sécurité intérieure. Et j'attends beaucoup de l'échange entre vous deux, puisque vous avez une vision complémentaire l'un et l'autre de ce qui se passe aujourd'hui. En un premier mot, la question, que l'on répète systématiquement depuis le début de ce conflit, mais même depuis avant et depuis la polémique entre Pierre de Villiers, le président de la République, le chef d'état-major des armées, ayant signalé que la France n'était pas forcément dotée des moyens militaires dont elle avait besoin. Est-ce qu'il y a eu de ce côté-là, et aussi au niveau du renseignement, des efforts concrets, malgré la situation politique très compliquée avec cette dissolution et cette chambre un peu ingouvernable? Est-ce qu'il y a eu quand même des résolutions qui ont été prises par l'exécutif français pour nous doter d'un armement et d'une armée qui puisse faire face à l'adversité en cas de coup dur? Alors, beaucoup disent que le budget des armées a été doublé. Oui, sans doute en euros, mais à la fin des fins, et à la fin de la loi de programmation militaire actuelle, il n'y aura pas plus de chars, il n'y aura pas plus d'avions Rafale ou pas plus de frégates. En revanche, avec l'actualisation de la loi de programmation militaire, qui va être augmentée, ça permettra de recompléter les stocks qui ont été vidés pour deux raisons. La première, c'est des stocks vidés parce qu'on a donné de l'armement et des munitions aux Ukrainiens. Et la deuxième, c'est lié à la guerre en Iran, parce que nous avons protégé notre allié émirati et nos alliés du Golfe face aux drones ou face aux missiles lancés par les Iraniens. Donc de mon point de vue, cette loi de programmation militaire est totalement insuffisante, et le prochain président de la République devra sans aucun doute doubler cette loi de programmation militaire pour avoir une loi de programmation militaire de reconstruction. Car aujourd'hui, malheureusement, les armées françaises sont dotées de 220 chars Leclerc, seulement 220 chars, d'une centaine... Combien opérationnels sur les 220 chars? Je ne le sais, un certain nombre. Lorsque j'étais capitaine, l'armée française, dans les années 90, début des années 90, il y avait 1300 chars. J'ai commandé un escadron de chars, j'avais 17 chars dans mes garages. C'était les AMX-30 à l'époque? C'est les AMX-30 B2. Alors aujourd'hui, c'est du char Leclerc, du char plus moderne, plus performant, sans aucun doute. Mais on voit bien le désarmement lié à la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du monde, de la résurgence des empires, des États-puissances, il est temps, en effet, que la France prenne conscience, la France et les Français, que les menaces sont là, que l'Europe est prise en étau entre une Russie impérialiste, des États-Unis qui deviennent prédateurs alors qu'ils étaient protecteurs, avec une Turquie qui cherche à réinventer l'Empire ottoman, avec une Chine qui cherche à nous imposer son économie face au terrorisme islamiste qui demeure. Donc oui, il est temps, en effet, de reconstruire, et en tous les cas de développer beaucoup plus qu'elle n'est l'armée française, en développant, par exemple, en ayant une loi sur les réserves, par exemple, pour développer le nombre de réservistes, mais également en relançant des commandes, parce que vous adressez aux industriels de défense, ils n'ont pas de commandes. Hier encore, j'ai vu le PDG de Renco qui m'a dit « mais mon chiffre d'affaires, c'est 7% pour la France ». Il me dit « je n'ai pas de commande de l'armée française ». C'est dire que oui, il est temps en effet de reconstruire. Général Gomard, vous me faites penser, je relis régulièrement les ouvrages sur la guerre de 40, et il y a potentiellement un armement français qui est presque comparable à celui des Allemands, mais vous avez le témoignage des patrons des usines de l'armement français de l'époque qui vous dit la loi a été votée, nous n'avons pas le bon de commande. C'est-à-dire qu'on a pris la décision politique d'armement, donc sur le papier c'est formidable, et le gouvernement Front Populaire s'est défendu en disant mais moi j'avais donné... Oui, mais c'est comme le décret d'application d'une loi, tant qu'elle n'est pas au journal officiel, elle n'est pas appliquée. Et là on est dans une situation où on prend la décision d'eux, mais on ne se donne pas les moyens pratiques de mettre en place et en œuvre la décision. C'est exactement ça. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, parle du fait que nous soyons en économie de guerre, mais ça n'est qu'un slogan, ça n'est rien dans la réalité. Nous ne sommes pas du tout en économie de guerre. Nous sommes réellement dans un état de pré-guerre, j'allais dire, dans une cyberguerre qui soit faite d'influence, d'intoxication, d'attaques cybernétiques. Mais réellement, il est temps de prendre conscience de ça et de faire en sorte que notre défense, que nos armées réinvestissent, que la France réinvestisse de l'argent dans ses armées. C'est absolument une évidence. Christophe Gomard, en 1989, le mur s'effondre, l'Union soviétique n'a plus que quelques années à vivre. Est-ce qu'il est cohérent et logique de la part
d'un exécutif, d'un gouvernement, d'une classe politique et d'une armée de dire, bon, il y a une page de tournée, on a moins besoin de faire de stock de médicaments, l'épidémie est écartée, puis on a un allié très puissant qui sont les États-Unis, on a l'OTAN qui est là, on peut baisser la garde. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, quand vous lisez les livres blancs... Est-ce que c'est responsable, ça, de... C'était un choix politique de nos gouvernements successifs, de plus dépenser, j'allais dire, dans le social ou le sociétal, que dans notre propre défense. Finalement, la France, moins que les autres pays européens qui ont laissé la défense, qui ont confié leur défense aux États-Unis, au parapluie nucléaire américain, même si la France dispose de son propre parapluie nucléaire. Mais on a laissé l'industrie partir en Chine et on a laissé, j'allais dire, l'énergie pratiquement aux Russes, en particulier avec le gaz russe. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'Union européenne, que l'Europe et la France sont un peu nus. Et il serait temps de se rendre compte que ce monde est dangereux. Mais vous savez, le prochain président de la République devra montrer aux Français le besoin de courage, la nécessité de faire des sacrifices. Alors, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre, mais c'est la réalité est bien là. Si les Français savaient exactement l'état de l'armée française, ils seraient sidérés. Parce qu'on a une armée française qu'on voit bien le 14 juillet sur les Champs-Élysées, qui est très belle. J'ai connu une armée française expéditionnaire au Mali, en Afghanistan. On a les moyens de faire ça, et la France a toujours les moyens de faire ça. Mais de là à mener une guerre de haute intensité, je pense que la France, aujourd'hui, n'en a pas les moyens, malheureusement. Bien sûr. Christophe Boutin, merci d'être en visio avec nous. J'ai le général Gomard, Christophe Gomard, qui nous dit qu'effectivement, on a pris du retard. Vous êtes, vous, un analyste. Alors là, j'ai un analyste militaire, là, vous êtes un analyste politique. Vous expliquez ce relâchement ou cette baisse de la garde de la classe politique française par rapport à un changement de cap de priorité. Il était plus important de résoudre le problème économique et sociétal, et on a dit que la défense n'est plus un enjeu majeur. Ah, effectivement, pendant longtemps, il s'est agi de tirer les fameux dividendes de la paix et donc d'écarter la défense. Ça a été très clair, ça a été affirmé par le pouvoir politique. La chute du mur de Berlin, l'éloignement de la menace à l'Est étaient des choses qui permettaient enfin de retrouver une marge financière et de la retrouver aux dépens des armées, aux dépens de la formation, aux dépens aussi du matériel. Cela conduit à des baisses de stock, cela conduit à des baisses en personnel, cela conduit à des baisses en formation. Ensuite, les armées se sont lancées sur les opérations extérieures avec un format réduit, des forces spéciales parfaitement adaptées à ce type d'intervention, mais très loin de la nouvelle dimension qui pourrait être celle d'un théâtre d'opération classique. Et effectivement, comme vient de le dire le général Gomard de manière très juste, cela suppose de revoir complètement le mode de financement et de revoir notamment notre base industrielle de défense et le financement de cette base qui doit se tourner vers une véritable production. La France, Dieu merci, n'a pas abandonné la production des armes. On est un très bon exportateur, mais encore faut-il savoir garder pour nous quelques matériels. Pour autant, Christophe Boutin, aujourd'hui, on n'a qu'un seul mot à la bouche quand on gouverne ce pays, c'est la réindustrialisation, la reproduction, vous venez de l'évoquer à l'instant. L'industrie militaire, ce sont des richesses, ce sont des emplois. Est-ce qu'on n'a pas pu planifier? À l'époque, le général de Gaulle, évidemment, il aurait planifié. Quand je parle du général de Gaulle, je parle de cette époque où la classe politique avait une vision planifiée de l'économie. On s'est dit qu'on allait pouvoir contourner cet obstacle. On pleure aujourd'hui cette industrie, cette capacité d'armement. Comme vous le dites, ça se vend, donc ça fait rentrer des richesses, et surtout ça maintient à l'intérieur du pays. On voit les endroits où les industries d'armement ont fermé. Il y a eu un appauvrissement territorial, il y a eu une périphérisation à cause de ça. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu des dirigeants qui aient au moins cette vision de dire nous aurons toujours besoin d'avoir une richesse industrielle qui donne de l'armement, qui en plus nous permet de nous défendre? Et si je puis me permettre d'oublier une troisième dimension, qui est la dimension de recherche. Absolument. L'industrie d'armement est une industrie qui tire derrière elle un énorme... Voilà, elle tire derrière elle un énorme bloc de recherche absolument indispensable à notre pays, qui débouche sur bien d'autres domaines d'ailleurs que très strictement la production d'armes pour nos armées. Mais je crois que vous avez raison, notamment sur le maillage local de l'industrie de défense, qui était essentiel dans certaines régions, je pense à Rouen par exemple, et dans d'autres secteurs aussi, où il y a eu une désindustrialisation, et cela a frappé. On aurait dû à ce
temps-là prévoir éventuellement au minimum des reconversions, ce qui n'a pas été fait. Enfin, le dernier point qu'il faut signaler, c'est que c'est une industrie de très haute technologie. La soudure des coques de sous-marins, ça ne se fait pas avec n'importe quel soudeur. Et il y a des savoir-faire qu'on ne peut pas se permettre de perdre en matière, en oubliant de maintenir un minimum de formation et un minimum de suivi de cette industrie. Vous êtes bien sur Sud Radio, je reçois le général Christophe Gomard, par ailleurs député européen, et en duplex nous avons Christophe Boutin, et nous sommes en train de décrypter la situation dans laquelle se trouve la France au niveau militaire, au niveau défense, par rapport au conflit du Proche-Orient et la guerre du Golfe. Vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso attend votre appel. Tant Christophe Gomard que Christophe Boutin répondront à vos interrogations. Vous avez le droit de donner votre avis, vous êtes peut-être pas content de ce qui se passe, au contraire vous êtes inquiet, vous avez besoin de des experts vous rassure. N'hésitez pas à le faire en nous appelant au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h18. Je reçois le général Christophe Gomard et nous avons Christophe Boutin en duplex. Nous parlons aujourd'hui de l'état de la défense française, de la situation de nos armées et de la capacité de la République française à faire face à l'adversité s'il devait y avoir une attaque massive, ou en tout cas une obligation de la France de se présenter sur le terrain. Et évidemment, quelles que soient les réponses, le compte n'y est pas. Christophe Gomard, quelle est une des options qu'il faut envisager? Une coopération renforcée entre armées nationales, un état-major européen plus efficace, éventuellement? Oui, le constat que je fais, c'est que actuellement l'OTAN est en train sans doute de se dissoudre, de se détricoter. On voit bien qu'un Donald Trump n'arrête pas d'accuser les Européens de ne rien faire, en particulier dans le Golfe, en disant j'ai beaucoup dépensé pour les Européens, vous faites rien. Donc ma réflexion, c'est de dire, mais attendez, est-ce que les Européens, face aux menaces du monde, peuvent pas s'entendre entre eux pour créer leur propre défense, leur propre architecture de défense? Et de ce point de vue-là, il faudrait en effet un Conseil de sécurité européen, et au-delà du Conseil de sécurité qui décide rapidement de l'emploi de forces issues des nations européennes, un état-major qui permette de planifier et conduire une guerre. Ça veut dire quoi? Ça va avoir des moyens de logistique, des moyens de communication, des moyens de commandement, des moyens de renseignement qui soient partagés, tout en gardant les armées nationales. Je ne crois pas du tout en une armée européenne. C'est un vœu totalement pieux. Il peut y avoir un corps peut-être européen, éventuellement, mais il faut qu'on garde quand même... vous êtes pour la subsidiarité, si je comprends bien. Oui, je crois beaucoup à un état-major qui est capable de conduire différentes unités qui viennent de différents pays. Moi-même, j'étais sous commandement américain, j'ai eu sous mes ordres des soldats américains, donc je vois bien, mais je restais totalement souverain et je répondais aux besoins du chef d'état-major des armées françaises. Et il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas demain. Aujourd'hui, l'état-major de Shape à Mons en Belgique est environ de 1400 personnes. Si on additionne l'état-major de l'Union européenne et l'Eurocorps, des moyens de communication, des moyens de liaison, des moyens de renseignement, je pense qu'on est en mesure ensuite de pouvoir planifier et conduire une guerre de haute intensité avec des contingents fournis par les armées nationales des 27 États membres. Et en cela, la France doit être, je pense, leader. En tous les cas, elle peut prendre le lead, sans vouloir commander cet ensemble. Mais en tous les cas, dire, mais attendez, à ses alliés européens, les principaux alliés européens, ceux qui dépensent de leur défense, mais attendez, il faut qu'on soit capable entre nous de pouvoir se défendre face à n'importe quel adversaire, qu'il soit russe, qu'il soit turc, qu'il soit, pourquoi pas, chinois demain ou autre, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est absolument une évidence aujourd'hui. Autant il faut que l'Europe parle d'une seule voix quand elle veut se positionner sur des enjeux internationaux, autant vous dites qu'il faut absolument que l'on garde nos prérogatives nationales en termes d'armée. L'Eurocorps est un symbole, c'est un épisode, mais l'armée nationale reste la vraie dissuasion. Bien sûr, parce que qui décide de l'envoi de soldats qui peuvent se faire tuer? On se souvient des soldats français qui sont tombés au combat, et certains sont tombés au Liban récemment. Qui les reçoit dans la cour des Invalides? C'est le chef de l'État, c'est le chef des armées, c'est lui quand ils sont morts. Oui, c'est lui le décideur. Bien sûr. Et c'est lui qui en porte finalement la responsabilité. Quand vous en parlez à un Nicolas Sarkozy ou à un François Hollande ou à un Emmanuel Macron, c'est des gens qui sont très marqués par cela. Donc oui, c'est de la responsabilité de l'exécutif, du chef de l'État, d'envoyer des soldats. Donc une armée, elle reste nationale, elle reste souveraine. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Christophe Boutin, c'est donc la preuve de ce que dit le général Gomard. C'est donc la preuve que la dissuasion nucléaire française reste aujourd'hui l'élément le plus fort pour représenter la force de la France. C'est par là qu'elle pèse, et non plus par ses armées conventionnelles.
Oh, elle pèse encore par ses armées conventionnelles, n'exagérons pas, mais effectivement, la dissuasion nucléaire est un élément essentiel. Maintenant, cette dissuasion nucléaire, on voit bien toute l'ambiguïté de la démarche actuelle du président Macron, qui consiste à associer les États européens, tout en gardant finalement la décision finale en France, mais jusqu'où irait dans ce cas-là le parapluie qui est proposé à d'autres États européens, je crois que personne n'a véritablement compris la pensée profonde, une nouvelle fois, du président Macron. Par ailleurs, sur le rapport... Si tant est qu'il y en ait une. C'est une autre question. Je vous laisse. Je pose la question. Mais l'autre question aussi, c'est que au sein de l'Union européenne, il ne faut pas oublier que les traités disent très clairement que c'est l'OTAN qui est responsable de la défense européenne, et que donc il faut revoir les traités de l'Union européenne pour arriver à autonomiser une force spécifique européenne. Or, OTAN, si on veut du moins arriver à découpler les deux éléments. Enfin, le troisième point que j'aimerais signaler, c'est que l'effort français actuel, dans l'hypothèse d'un réarmement spécifiquement européen, et sans commune mesure avec ce qui est prévu du côté allemand, y compris financier, y compris en nombre d'hommes, y compris en matériel. La France, actuellement, est en train de voir son leadership grignoter, et sa position, le général Gomard évoquait à juste titre le fait que la France pouvait espérer prendre un lead en la matière. Dans les années qui viennent, cela va être d'autant plus difficile à cause du poids allemand. Général Gomard, comme il y a l'OTAN, pas la peine d'avoir une force de dissuasion européenne? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'il existe dans les traités de l'Union européenne l'article 42.7 qui est plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. Cet article a été joué une seule fois par la France suite aux attentats du Bataclan. Qui dit que si on est impliqué... Si on est impliqué, les autres doivent venir vous soutenir par tous les moyens. Il est beaucoup plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. Donc basons-nous là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion au sein du Parlement européen en particulier, dans lequel j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, dans lequel c'est de dire, mais attendez, que se passe-t-il? Chypre a été attaquée par des missiles iraniens qui visaient une base britannique. Quelle était la réaction? Elle a été désordonnée. La France a envoyé des bateaux, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mais il n'y a pas eu de réaction coordonnée. C'est-à-dire que en 2015, lorsque la France a fait jouer l'article 42.7, c'était pour libérer des forces, en particulier en Afrique, pour permettre à nos soldats et à nos moyens d'être beaucoup plus présents sur le sol français afin de protéger les Français face aux attaques terroristes. On peut jouer là-dessus. Et cet état-major de l'Union européenne qui existe, qui est un état-major de crise, il faut le renforcer pour qu'il devienne un véritable état-major de planification opérationnelle capable de conduire une guerre de haute intensité. Mais c'est des moyens qui ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il faut un cloud européen autonome. Pourquoi? Parce que nos données aujourd'hui sont hébergées dans les GAFAM américains. Il nous faut un accès à l'espace beaucoup plus important que nous n'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Elon Musk lance une fusée tous les 2 jours et demi. Nous, l'Europe, on en lance une fusée Ariane tous les 2 ou 3 mois. C'est totalement insuffisant. Aujourd'hui, les constellations qui sont autour de la Terre, sur les 15 000 satellites opérationnels, 10 000 appartiennent à Elon Musk. C'est dire que on a laissé partir, on est devenu un vassal numérique des États-Unis, et il est temps de ce point de vue-là de reprendre le lead, de prendre notre autonomie, et donc de limiter nos dépendances. Qui plus est d'une société privée aux mains d'une personnalité un peu controversée. C'est ce que j'appelle les proto-États. C'est ce que j'appelle les proto-États. On se souvient que avec Starlink, Elon Musk a été capable de couper le renseignement à la fois ukrainien ou de couper les communications russes, ce qui a permis de part et d'autre, à tour de rôle, d'avancer parce que on ne pouvait plus communiquer entre soi. Donc si on n'a pas nos propres systèmes de communication autonomes, eh bien je crains fort que demain on ait de fortes désillusions. Christophe Boutin, ça c'est une perte de souveraineté caractérisée. Oui, absolument. Et ça a été très bien dit. On en pourrait évoquer aussi le fait, on a parlé du cloud à l'instant, on pourrait évoquer le fait que nous avons des contacts un peu particuliers quand même. Lorsque la DGSI bosse avec Palantir, on peut se demander si on a réellement des problèmes de sécurité et où sont nos données. Lorsque un certain nombre de nos services sont hébergés sur des sites américains et que le Cloud Act permet de piocher ensuite allègrement dans les données, y compris de santé, on peut se demander où est la souveraineté. Enfin, question cybersécurité, si on en juge par la longue liste des sites français qui se sont fait exploser littéralement dans les 3 derniers mois, on est vraiment dans le comique troupier.
Oui. Dont la NTS. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h27. Je reçois le général Christophe Gomard, député européen, et Christophe Boutin, et nous dissertons tous les trois sur l'urgence qu'il y a à ce que la France retrouve une souveraineté militaire et se dote des moyens suffisants pour qu'elle puisse continuer à dissuader ceux qui voudraient lui faire du mal de ne pas l'attaquer. À tout de suite, et vous nous appelez au 0826 300 300. Il va être 13h30. Vous avez la parole. C'est vous qui appelez et c'est vous qui aujourd'hui animez le débat. On attend vos questions, vos suggestions, vos remarques et nous y répondrons tous les trois, notamment le général Gomard et Christophe Boutin, avec la ferveur qu'on leur connaît. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h31, vous avez la parole, vous nous appelez. Juste une question et ensuite on donnera la parole à Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Est-ce qu'il ne faut pas remercier Christophe Gomard et Christophe Boutin, je vous pose la question, Donald Trump, malgré tout, de nous avoir donné conscience de nos faiblesses et du besoin de recréer une puissance militaire européenne? Je dirais, en un mot. Je dirais merci Monsieur Trump, oui. Car il nous avait prendre conscience de la réalité du monde. Il le dit de manière brutale. Je pense que les présidents Joe Biden ou Barack Obama juste avant lui, en fait, pratiquaient la même politique vis-à-vis de l'Europe, mais ça se faisait en douceur, donc sans douleur, donc on ne se rendait pas compte. Trump le dit de manière brutale, donc je dis merci Trump de nous réveiller. Christophe Boutin, vous êtes un peu sur cette longueur d'onde ? Pleinement sous cette longueur d'onde, tout à fait. Je crois effectivement que le langage un peu cru, peut-être parfois du président Trump, a le mérite d'une rude franchise et de montrer clairement les distances qu'il faut savoir parfois prendre. Et en tout cas, on aurait peut-être pu éviter le gâchis qui est celui qui nous sépare de la Russie aujourd'hui. On va y revenir. Frédéric, bonjour, vous nous appelez de Blagnac. Oui, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Frédéric, considérez-vous que le budget de la défense reste malgré tout insuffisant ? Bien sûr, il est largement insuffisant et ce depuis de nombreuses années. Et puis on le voit ne serait-ce qu'au niveau de nos armements. Je crois que, et vous me contredirez, vous m'informerez en la matière, mais je crois qu'on possède un porte-avions, voire un deuxième qui doit arriver, avec les États-Unis en 2035. En 2035, la Chine en a 3 et on prévoit 6. Bref, rien que cela déjà prouve, je dirais, notre manque d'armement en la matière. Mais on manque de tout. Mais ça remonte un peu plus loin. Moi, je suis un boomer senior, donc j'ai fait l'armée en 79 et je regrette justement que l'armée, comme on l'avait auparavant, le service militaire, ait disparu pour plusieurs raisons. Déjà pour apprendre ce qu'est l'armée, ce qu'est éventuellement les armements en cas de conflit, parce qu'en cas de conflit, il faut quand même savoir un petit peu manier quelque chose, c'est ce qu'on apprend en armée. Vous étiez dans quelle arme, Frédéric, vous étiez dans quelle arme en 79 ? Alors moi j'étais grenadier voltigeur, c'est l'armée du train, donc les personnes qu'on envoie... en premier, c'est en général les premiers qui vont casser leur pipe, mais sans eux, il n'y a pas d'offensive. Sans eux, il n'y a pas d'offensive. On envoie justement les plans des troupes à tout le monde pour pouvoir laisser les parachutistes et autres. Mais je dirais que moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi du civisme, ça m'a appris du respect, ça m'a appris plein de choses et plein de choses qu'à 65 ans, je continue à faire, comme serrer mes chaussures que j'ai appris à l'armée, parce que cirer ses rangers, on s'aperçoit qu'en cas de marche, c'est quand même important de les faire tous les soirs. Mais voyez, il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on manque d'armement, on manque de volonté. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, développer un plan d'épargne. Puisqu'on parle de plan d'épargne, au plan d'épargne retraite, au plan d'épargne, pourquoi pas développer un plan d'épargne pour l'armement? Ou un emprunt. Christophe Gomard, député européen, un emprunt français pour la défense, ça vous semble saugrenu? Non, moi j'ai rédigé un rapport d'initiative au Parlement européen sur le financement privé de l'industrie de défense. C'est-à-dire avoir accès à l'argent privé, en effet, pour financer nos défenses, via des investisseurs, via les assureurs, via les banques elles-mêmes. Il y en a qui seraient prêts à investir? Bien sûr, mais il y avait jusqu'à une époque assez récente, finalement la défense, c'était pas, en termes de réputation, on n'investit pas dans une bombe, on n'investit pas dans les munitions, on n'investit pas dans les canons. C'est en train de changer, même si c'est lent au changement. La Banque européenne d'investissement, aujourd'hui, refuse, par exemple, d'investir dans tout ce qui tue. Elle accepte d'investir dans tout ce qui est dual. Donc, un satellite d'observation militaire, on va investir parce que ça ne tue pas. Même si ça permet de le faire ensuite. Mais, on permet d'investir dans la construction de casernes. Mais c'est pas dans l'armement sonnant et trébuchant. C'est en cela où, oui, il faut réfléchir à l'investissement. Maintenant, sur ce que vient de dire Frédéric sur le service national, je pense que le service national, lorsqu'il a été
supprimé tout simplement, ou abandonné. Pas réellement supprimé, mais abandonné par Jacques Chirac. Par Jacques Chirac. En réalité, l'armée n'est pas là pour remplacer ce que ne font pas les familles ou ce que ne font pas l'école. L'armée, elle est là pour défendre un pays. Or, on avait imaginé qu'il n'y ait plus de menace. Aujourd'hui, il y a une nouvelle menace. Donc, je pense qu'il faut, en effet, développer un service militaire volontaire et il faut avoir une réserve opérationnelle beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Et pour ça, il faudrait avoir une loi réelle sur les réserves pour permettre aux Français qui le souhaitent, qui sont volontaires, de continuer à défendre leur pays dans la réserve, mais en lien avec leurs entreprises qui les laissent faire. Aujourd'hui, on signe des conventions entre entreprises et armées. C'est de mon point de vue insuffisant. Non, il faut penser à une véritable loi. Pour autant, Christophe Gomard, ce service militaire était quand même un instant de conscience nationale qui nous fait cruellement défaut. Au moment où on n'a plus rien, on n'a plus de repères. Je sais bien que ça serait difficile à constituer, mais l'instant que ça supposait dans la mobilisation des jeunes est un instant qui nous manque. Christophe Boutin, vous pensez qu'un emprunt serait une solution? On va chercher le monde de l'économie pour relancer la défense française. C'est quelque chose de concevable pour vous? Non, je pense qu'au-delà de l'emprunt, il faut simplement que l'on puisse considérer que acheter des actions d'une société de défense est un acte normal, aussi normal qu'acheter des actions de notre société. Et arrêter avec les éléments qui bloquent cela pour des motifs sociétaux, pour des motifs écologiques, qui visent à limiter l'investissement dans ces sociétés de défense. C'est pas la peine de faire un emprunt. Il y a des tas de gens qui sont tout à fait prêts à acheter des actions qui d'ailleurs, a priori, ne devraient pas baisser, des actions dans l'industrie de défense. C'est l'autre point, c'est que je crois qu'il ne faut pas non plus fantasmer sur ce qu'était le service national. Il avait de multiples qualités. Ce n'était pas non plus le creuset dans lequel l'intégralité d'une jeunesse française se retrouvait. D'abord parce que nombre de cette jeunesse y échappait pour diverses raisons. Il y avait des exemptions, effectivement. Voilà, et ensuite parce que, il faut bien le dire, dans les corps de régiment d'appelés, on commençait à noter certaines tensions internes qui transcrivaient des tensions qui peuvent parcourir la vie politique ou la vie sociale française et qui avaient les mêmes non-réponses au sein de l'institution militaire que les non-réponses au sein de la société civile. Donc gardons-nous ici de rêver. Nous avons Julien qui nous appelle de Viry-Châtillon. Bonjour Julien. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Voilà, donc Julien, vous considérez que quoi qu'il arrive, même si on augmente le budget, on ne rattrapera jamais le retard vis-à-vis des Russes, des Chinois et des Américains, c'est un peu ça ? C'est ça dans les grandes lignes. En fait, la problématique, c'est que même si on augmente le budget, c'est pour acheter à l'étranger. Donc on n'a pas de souveraineté. Si jamais un pays décide de nous bloquer, comme les Américains font en bloquant les F-15 et compagnie, on se retrouve pieds et poings liés. Enfin, on le voit avec l'Ukraine qui est soumise au bon vouloir de tous les pays qui l'aident, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se sont endettés à des hauteurs faramineuses. Parce que même si la guerre s'arrête, pour moi, aujourd'hui, économiquement, l'Ukraine croule tellement sous des montagnes de dettes que soit on annulera la dette et c'est nous qui, du coup, serons perdants, soit on n'annule pas la dette et du coup l'Ukraine n'aura aucunement les moyens de se relever de ça. Enfin, et la Russie sera gagnante de coup dans l'histoire puisque l'Ukraine sera tellement affaiblie, au final elle s'en relèvera pas. Et je pense que c'est exactement le sort qui menace la France aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune souveraineté sur pas grand chose et du coup aujourd'hui on est un petit peu pieds pour liés, on est au pied du mur et on n'a plus qu'à regarder en pleurant. Enfin là on est à 2,30 € de l'essence. Enfin, où est-ce qu'on va quoi. Et en plus l'accord de Budapest avait dit aux Ukrainiens vous rendez votre arsenal nucléaire, mais on vous protégera si on a besoin de vous. Et finalement, ça s'est passé entre les deux. Général Gomard, effectivement, pas de souveraineté de production. On peut avoir un budget de défense formidable si la production n'est pas française. C'est pas le même effet. Oui, il faut l'autonomie stratégique européenne dont parle la France en partie est liée à l'achat et à la préférence européenne, c'est-à-dire que l'achat de matériel d'équipements militaires doit être fait en Europe. Il faut se rendre compte que depuis le début de la guerre en Ukraine, 80% des équipements militaires achetés par les Européens l'ont été en grande partie aux États-Unis et en Corée du Sud. Et quelques pourcentages en Israël. La Pologne a racheté des F-35, elle a fait cadeau de ses avions français à l'Ukraine, et au lieu de racheter du matériel européen, elle rachète des F-35. Oui, on marche plus par-dessus tête, mon général. On dit ça en permanence, préférence européenne. On a vu émerger cette préférence européenne dans le cadre d'un instrument financier qui s'appelle EDIP, pour European Defence Industry Programme, dans lequel, en effet, il faut que 65% des composants d'un équipement militaire soient conçus et fabriqués en Europe. Mais en fait, on veut ouvrir le panel beaucoup trop large au Canada, à des États tiers, même éventuellement à l'Ukraine. Non, il faut garder notre autonomie, notre souveraineté en matière de défense. Nous avons
en France, en particulier des industriels de défense très très performants. Nous avons une base industrielle et technologique de défense qui est extrêmement performante avec 4500 entreprises. Donc il suffit de commandes. Or, il n'y a pas assez de commandes. Si on investit, les chaînes de production doubleront, elles passeront en 2,8, voire en 3,8, et nous avons toutes les capacités de produire. Aujourd'hui, ceux qui achètent des matériels américains, par exemple, des F-35, ils ne seront pas livrés avant 10 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, Donald Trump a même gelé toutes les livraisons faites aux armées européennes parce qu'il a besoin de ces munitions aujourd'hui dans le cadre de la guerre contre l'Iran. Christophe Boutin, une production française et le gage évidemment de la souveraineté. C'est qu'on peut avoir toutes les dissuasions qu'on veut. Si on est dépendant d'autres productions militaires, on n'aura jamais l'indépendance de la défense. Ah mais absolument, ça quel que soit le matériel d'ailleurs concerné, c'est évident pour les avions avec les composants électroniques qui peuvent être contrôlés, mais le problème qui est par le général Gomard est très juste. La question, c'est la question d'échelle pour nos industriels, pour pouvoir se mettre à produire et derrière avoir un carnet de commandes qui soit un carnet de commandes crédible. Vous ne pouvez pas produire pour des choses secondaires, inutiles, enfin, quand vous allez faire regardez l'état de notre petit armement, regardez l'état des stocks de munitions. Nous avons des industriels parfaitement performants en termes de munitions, notamment en termes d'obus, où on est absolument remarquable, et il n'y a pas de commandes suffisantes en France. On n'arrive pas à avoir clairement une mise, ne serait-ce que nous, c'est même pas la question européenne ou faire acheter par d'autres, nous n'achetons pas nous-mêmes assez nos propres munitions pour avoir une visibilité suffisante de tir sur la distance. Enfin, il y a quand même un problème. Vous voulez dire que si la France avait été le fournisseur exclusif, si dans l'Union européenne il y avait eu un traité entre les chefs des chefs d'État et de gouvernement disant désormais priorité, on se sert d'abord dans l'armement français, si on n'a pas le rapport qualité-prix, on va ailleurs, l'histoire aurait été modifiée, c'est-à-dire que nous serions, nous, la France, une puissance très enrichie par nos compétences et nos capacités d'armement. La France est déjà le 2e ou le 3e exportateur d'équipements militaires au monde. Alors c'est vrai que c'est en grande partie lié à nos bateaux qui sont fabriqués par Naval Group, ou c'est lié au Rafale. Mais on a une vraie capacité. Les César, par exemple, le canon César, oui, c'est une vraie performance française. Donc on a toutes les capacités, en France en particulier, et en Europe de manière générale, pour répondre aux besoins des armées des différents pays européens, et en particulier l'armée française. Donc oui, dépensons français. Les Allemands empruntent aujourd'hui pour leur propre défense. Ils veulent devenir la première armée conventionnelle en Europe. Très bien, mais ils vont acheter des équipements allemands. Nous, ils ont de l'industrie d'armement, malgré tout, en plus. Oui, et de qualité, je suppose. Et de qualité. Mais aujourd'hui, la France, elle, on fait des appels d'offres, on n'achète pas forcément français. Donc, achetons d'abord français, l'argent français doit servir aux Français, et en tous les cas, l'argent des Européens doit servir aux Européens et non pas aux États-Unis, à la Corée du Sud ou à d'autres. Et on voit émerger de nombreuses industries de défense, de plus en plus, qui vont devenir compétitives des nôtres, qui n'auront pas les mêmes règles du travail que les règles françaises et européennes, et donc qui seront moins disantes et donc moins chères, et on ira acheter chez eux. Voilà. C'est de la folie. Voilà une disposition qui mériterait presque d'être inscrite dans la Constitution. On en parle juste après. Voilà. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je reçois le général Christophe Gomard et en duplex, nous avons Christophe Boutin. Et nous sommes en train, nous n'allions pas y arriver à nous trois, mais nous sommes en train de voir est-ce qu'on va pouvoir obtenir de notre classe politique le courage et la détermination et la cohérence nécessaires pour que la France retrouve sa puissance, son rôle et sa légitimité dans les enjeux de défense internationale. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h48, je reçois le général Christophe Gomard et Christophe Boutin qui est en duplex. Vous avez la parole, et là on peut ouvrir le débat à toute actualité, mais je vois que les gens qui nous appellent, ceux qui nous appellent, veulent rester sur la thématique de la défense. Nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Bonjour Perico, bonjour à tous. Vous considérez qu'on est quand même un pays, une puissance militaire et nucléaire qui continue à faire peur quand même, qui inspire le respect. Vous en êtes convaincu? Oui, franchement, oui, j'en suis convaincu. Je suis pas un grand spécialiste militaire, donc je pense que je vais écouter avec attention nos intervenants. Mais moi, de ce que j'en vois un petit peu de loin et en regardant un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que moi, en tant que Français,
personnellement, je me sens rassuré. Enfin, on a quand même un porte-avions d'extrême qualité, le Charles de Gaulle. On a des Rafales, on a des sous-marins nucléaires. On a quand même je considère une belle armée qui est pro, qui est spécialisée. Donc, moi, honnêtement, de ce que j'en vois, je suis pas forcément inquiet. Et puis de savoir que la France, on a la dissuasion nucléaire, dans le contexte actuel qu'on connaît au niveau international, forcément, je pense que c'est un plus qui nous rassure en tant que Français au niveau des menaces extérieures. Christophe Boutin, est-ce que vous partagez l'optimisme de Roland ? Très moyennement. D'abord, une bonne partie des matériels il faut savoir quels sont les matériels qui sont réellement disponibles. C'est le premier élément. Et non pas ceux qui sont vampirisés pour servir de pièces détachées aux autres. Il faut savoir combien de temps, par exemple, quand on est en hyper, combien de temps un porte-avions nucléaire est bloqué. Et quand on a un seul porte-avions, pendant ce temps-là, c'est toute la flotte embarquée qui est bloquée. Voilà des éléments, je crois, assez importants qu'il faut quand même tenir compte. Christophe Gomard, vous êtes je retiens ce que dit, je suis d'accord avec Christophe Boutin. Nous avons d'excellents soldats français qui sont prêts demain à aller au combat et qui sont bien entraînés, bien formés, ça c'est certain. En revanche, en termes d'équipement, je pense que oui, il faut investir beaucoup plus. Il faut arriver à 3,5% du PIB. Il faut au moins dépenser 100 milliards d'euros par an pour notre défense. Ça, c'est une évidence. Ce serait mieux si on n'avait pas les 3600 milliards de dettes. Ça serait plus facile, sans aucun doute. Nous avons Loïc qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc vous dites qu'on est armé militairement, vous en faites pas de soucis. Vous avez une inquiétude sur le cyber, en revanche. Alors oui, je vous cache pas que est ce qu'elle est. C'est quand même une des deux seules armées européennes capables d'être projetées aujourd'hui. J'entends qu'effectivement, il y a parfois des problématiques d'équipement, mais je dirais que comme dans toutes les armées, faudrait juste pas que nos politiques oublient que nous avons de très très grands producteurs d'armes en France et qu'il serait peut-être opportun de temps en temps de les mobiliser plutôt que d'acheter certains matériels à l'étranger. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète depuis une dizaine ou une quinzaine d'années et de manière encore plus forte depuis 18 mois, parce qu'on a subi, nous, une cyberattaque au boulot, c'est qu'on a un État qui, aujourd'hui, enlève des fonctionnaires, digitalise énormément de procédures, digitalise énormément de choses, énormément de demandes, et on se rend compte que derrière, malheureusement, là aussi, l'intendance ne suit pas. Alors Loïc, vous avez ici sur ce plateau le plus grand spécialiste, l'éminence de la compétence sur le renseignement, Général Gomard. Est-ce que on a matière à s'inquiéter sur le cyber et tout ce qui peut aller autour du numérique? Alors, qu'on soit inquiet, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on est en alerte. Oui, et c'est bien. Mais est-ce qu'on a les moyens ce qu'on me disait quand j'étais en formation, un bon chef est un chef inquiet, non pas au sens qu'il ait peur, mais inquiet au sens où il est mobilisé et toute son attention est concentrée sur. Alors on a beaucoup de bons chefs. Ensuite, il y a les moyens de l'inquiétude. Oui. Alors, en termes cybernétiques, c'est vrai qu'on dispose en France quand même de très bons moyens. On est, je pense, parmi les armées européennes ou la défense européenne, on a des moyens très très efficaces. On a combien de drones pour l'instant? Alors c'est pas en termes de drones, je parle pas en termes de drones. Mais c'est pas une notion de drone, la guerre cybernétique, c'est plus une notion de capacité réellement dans ce monde cyber. On a un commandement cyber, on a réellement des vraies capacités. Et il faut pas se leurrer. Si on est attaqué, il y a toujours une réponse. On n'en parle jamais, mais on a des capacités défensives comme on a des capacités offensives. La France. Avis aux intéressés, c'est le général Gomard. Non, mais la France ne se laisse pas faire du tout de ce côté-là. Important. C'est vrai qu'il est parfois difficile de savoir d'où vient l'attaque, même si nos services sont très compétents en la matière, que ce soit à la DGSI, à la DGSE, à la DRM, dans les services de renseignement, à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc oui, il y a des vraies compétences. Je peux vous le dire. La France a investi énormément d'argent dans ce domaine-là et depuis des années. Donc bien sûr, il y a des attaques qui réussissent, mais comme la défense ne se laisse pas faire et répond. Christophe Boutin, au niveau du cyber, de la défense intérieure, on est équipé raisonnablement par rapport aux dangers supposés?
Écoutez, le spécialiste vient de parler, je ne dirai pas à l'encontre de ce qu'il vient de dire le général Gomard sur le sujet. Sur le reste, moi ce qui m'inquiète plus sur le cyber, c'est finalement les blocages dans le thème de la guerre hybride, c'est bien de cela qu'il s'agit, pas uniquement des attaques dirigées contre les systèmes de défense, mais des attaques dirigées contre d'autres systèmes qui me semblent actuellement particulièrement sensibles, qu'il s'agisse des barrages, qu'il s'agisse des transformateurs, qu'il s'agisse d'autres structures qui peuvent faire courir des risques très importants à la population et conduire à des troubles très importants sur le territoire national et sur lesquels effectivement je serai plus réservé quant à leur cyberprotection. Nous avons Arnaud qui nous appelle de Vannes. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Perico. Bon, alors vous êtes catégorique, ça va Arnaud, merci. Vous êtes catégorique, pas de souveraineté militaire sans réindustrialisation, il n'y a pas à tortiller, il faut commencer par la réindustrialiser le pays pour se doter d'une force militaire. C'est votre avis? Oui, clairement. Et c'est surtout les décisions politiques qui doivent être prises pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la France. Or, depuis des décennies, on est gouverné par des socialo-globalistes qui ne pensent qu'à vendre aux autres. Vous faites rire le général Gomard, ça veut dire que vous avez fait mouche. Oui, c'est ça le problème. C'est beau matériel, on les voit en Ukraine, on les voit un peu partout en Afrique, on les voit. Bon, mais on les voit pas très peu chez nous. Moi, je suis un ancien du 3e RPIMA parachutiste. Oui, d'accord. Respect. Donc, vous voyez, je vois bien que nos nouveaux matériels sont, c'est des moteurs américains. Il faut vraiment centraliser sur le plan national des achats qui restent, je pense, la nécessité pour le pays. De fabriquer français, de produire français pour nos troupes en priorité, et non pas commercialement, comme c'est fait actuellement. Message reçu. Il nous reste 1 minute 39, je vais la partager. Général Gomard, le socialo-globalisme, est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné le contourner ou en tout cas le guérir? Je l'espère, mais en tous les cas, la France doit rester une nation puissante si elle veut conserver sa liberté. Sans puissance, malheureusement, il n'y a pas liberté. Il faut à la fois de la souveraineté et de la liberté si on veut rester la France telle qu'on la connaît. Donc vous réhabilitez le concept de souveraineté et de gloire militaire française. Le général de Gaulle, depuis la tombe de Colombey, s'est réjoui. Christophe Boutin, vous vous alignez sur la considération du général Gomard, souveraineté d'abord. Pleinement, souveraineté d'abord, en sachant que la souveraineté, c'est une chose, mais il faut savoir qui est souverain. Donc il n'y a pas de souveraineté sans identité. C'est au peuple français à décider. Christophe Boutin, c'est au peuple français à décider. Oui, ça, c'est au peuple français de décider de manière que nous sommes en démocratie, donc on peut le souhaiter, effectivement. Gageons que le sujet dont nous venons de débattre avec courage et pertinence, vous n'avez pas mâché vos mots, messieurs, et vous êtes restés dans le parlons vrai, sera au cœur des enjeux de la future campagne présidentielle de 2027, et que peut-être le candidat qui sortira en tête aura compris l'urgence à redonner à la France sa gloire, son honneur, sa souveraineté, sa capacité de dissuasion, mais surtout le message universel qui est celui d'abord d'une immense fraternité, n'est-ce pas? La dissuasion, c'est pour garantir la paix. Une France forte dans une Europe unie, oui, c'est important. Bon, mais merci mon général, merci Christophe Boutin, merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Quant à nous, je vous dis à lundi prochain pour d'autres aventures d'information. Et là, je vous laisse en compagnie de Brigitte Hay, qui va vous tenir des propos bien plus apaisés, bien plus rassurants que ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent. Bonne journée, merci, à bientôt. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio.